7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Charles Danjou, président fondateur d'Omerta Média, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors on va commencer cet entretien par une annonce, il me semble. Oui, pour rappeler aux auditeurs que le magazine L'enfance de tous les dangers est en kiosque dans plus de 5000 kiosques en France et sur le site internet d'Omerta, www.omertamedia.fr. Merci beaucoup. Et puis tout de suite, on passe à notre vue de vous. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Transition de genre, sorcellerie, satanisme ou encore wokisme, comment ces différentes idéologies, qui sont surtout des plaies, font de plus en plus de ravages auprès de nos enfants. C'est bien ce qu'a tenté d'éclaircir le dernier numéro d'Omerta et nous sommes donc avec Charles Danjou pour en discuter. Merci une fois encore d'être parmi nous ce matin. Alors on va attaquer fort. La société évolue vers un progressisme toujours plus dogmatique. Est-ce que nous sommes vraiment au courant du danger du sectarisme présent au cœur même de ces dérives, ou bien est-ce que le but de ce numéro spécial d'Omerta, c'était précisément de pouvoir alerter la société sur tous ces dangers ? Je dirais que c'est un numéro d'utilité publique puisque dans ce numéro, on a essayé de dresser l'inventaire des phénomènes qui, à nos yeux, représentent des dangers pour nos enfants. Donc il y a des choses assez différentes mais qui suivent, je dirais, une logique commune puisque tous ces phénomènes sont en développement, je dirais, en même temps. Donc effectivement, c'est intéressé au phénomène sectaire, à l'ultraviolence qui touche potentiellement tous les enfants à chaque coin de rue, dirons-nous, mais aussi au wokisme qui là, je dirais, effectue un travail de fond, notamment par une éducation nationale qui aujourd'hui est largement déstructurée. Et puis évidemment la pédocriminalité dont on parlait la dernière fois, qui est aussi, je dirais, qui aujourd'hui a les moyens via Internet de toucher beaucoup d'enfants potentiellement et qui en touche d'ailleurs concrètement beaucoup. Et donc dans ce magazine, avec des enquêtes de terrain notamment sur la pédocriminalité sur Internet, mais aussi avec différents experts de terrain, eh bien on dresse l'inventaire et on donne aussi les pistes pour pouvoir je dirais, reprendre les choses en main et sauver l'avenir des enfants, puisque là, on parle pas de... Quand on touche aux enfants, je dirais, c'est... Pour la majorité des Français, je dirais, c'est l'ultime limite. On peut, sur un certain nombre de choses, débattre, ne pas être d'accord, etc. Mais la protection des enfants, je crois que c'est la valeur par excellence qui réunit une très grande majorité de Français. Donc là, il est temps que les Français qui n'ont pas encore remis les choses en perspective, eh bien, prennent conscience que les dangers qui pèsent sur nos enfants sont multiples et sont plus nombreux qu'il y a encore 20 ou 30 ans. Vous dites que c'est un numéro d'utilité publique. Vous attendez des réactions de la part des pouvoirs publics, justement, suite à la publication de ce numéro, si, espérons-le, il arrivait à tomber entre leurs mains ? Oui, bah écoutez, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites, mais évidemment, c'est pas assez, notamment sur les phénomènes de pédocriminalité sur Internet. Je crois que c'est un thème qui a été développé aussi par le Carl Zero d'ailleurs, mais qui, je dirais, fait pas du tout partie des priorités de la classe politique. Je crois qu'ils n'en ont même pas conscience. Donc, on a envoyé le numéro aux différentes formations politiques. À court terme, non, je pense on scrute les programmes, mais c'est pas du tout dans ce qui peut ressortir en ce moment. Ouais. Mais je dirais les politiques prennent conscience des choses et font de certains thèmes leur priorité quand la population, quand les citoyens en ont eux-mêmes conscience et commencent, je dirais, à manifester ou à se saisir des sujets. Si le sujet n'est pas reconnu, je dirais, par l'ensemble de la population, les politiques ne vont pas s'en saisir, quoi. Il y a pas de... Ouais.
Vous parliez de ces dangers qui se développent de plus en plus. On est plutôt sur une pente ascendante, malheureusement. Le numérique joue une très grande place, justement, dans cette évolution, non? Oui, en fait, le numérique joue une grande place, d'autant plus quand l'autorité parentale fait défaut, c'est-à-dire que les enfants se réfugient sur Internet. Il y a le phénomène, vous savez, des tablettes, des iPads, etc., qui aujourd'hui, qui démarrent très tôt, même chez les très très jeunes enfants, à 2-3 ans, il y a beaucoup d'enfants qui sont devant les écrans. Et donc, les écrans ont un peu remplacé à la fois les livres et pour beaucoup, malheureusement, l'autorité parentale. Et donc, sur Internet, eh bien, on trouve de tout. Le meilleur comme le pire. Le meilleur, on peut apprendre, on peut regarder plein de choses, etc. Et puis compléter son éducation. Et le pire, effectivement, on peut tomber sur soit le vide absolu, soit perdre son temps et je dirais quelque part retarder l'essor de son cerveau. Et en même temps, et aussi vraiment des choses catastrophiques. On parlait de la pédocriminalité. Aussi du harcèlement, les phénomènes de harcèlement qui sont très présents sur le net. Et donc, quand il n'y a pas d'autorité parentale, ce qui malheureusement aujourd'hui est plus le cas qu'il y a 20 ans, eh bien, les enfants sont livrés à eux-mêmes face à leurs écrans. Et là, effectivement, tout peut arriver, quoi. Donc le changement doit partir probablement des citoyens qui doivent s'emparer de ces sujets et réaliser le problème. Et donc peut-être commencer par les parents, qui sont les premiers peut-être à pouvoir intervenir auprès de leurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui les parents peuvent encore avoir le contrôle sur leurs enfants et ce qu'ils font sur Internet, ou est-ce que c'est peine perdue? Alors, c'est une très bonne question. J'ajouterais quand même que l'État a un rôle à jouer, puisqu'il peut, techniquement, il est tout à fait possible de bloquer des sites Internet. Il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, c'est pas fait parce qu'encore une fois, c'est pas la priorité. Du côté des parents, c'est tout à fait juste. Je connais un peu alors, comparaison n'est pas raison, mais il y a des sociétés en Europe, ce qu'on dit le monde occidental, etc., est décadent. C'est vrai pour une part, parce qu'il y a, par exemple, dans le monde slave, que je connais bien, il y a dans l'éducation des parents, et souvent d'ailleurs, il y a beaucoup de couples divorcés, mais ça n'entame pas le principe fondamental de l'éducation dans beaucoup de pays slaves, c'est-à-dire que c'est un mélange de tradition et de modernité. C'est-à-dire que les enfants, depuis leur plus jeune âge, en fait, font énormément de sport, il y a énormément d'activités collectives, etc. Et en même temps, eh bien, ne sont pas coupés de valeurs traditionnelles, des valeurs familiales, de l'autorité, d'un certain nombre de principes que les Français connaissent bien d'ailleurs, mais simplement la société française aujourd'hui a laissé se propager un certain nombre de valeurs et d'habitudes qui ont cassé l'éducation des enfants, et en fait on leur explique que, eh bien effectivement, si à l'école notamment il n'y a plus d'éducation nationale, l'histoire n'est plus enseignée comme elle était enseignée il y a 30 ou 40 ans, donc l'éducation nationale déstructure un peu les enfants. Et quand à la maison, eh bien, les parents n'ont rien à dire ou sont absents, eh bien, effectivement, c'est catastrophique. On se retrouve avec des enfants qui sont quasiment des zombies, quoi. Ça rejoint un petit peu la notion d'anthropologie de la désincarnation que Mathieu Boccoté aborde dans l'entretien qu'il vous a accordé donc dans ce dernier numéro d'Omerta. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, Mathieu Boccoté, qui est spécialiste de la question, il explique bien le phénomène, c'est-à-dire que pour qu'un enfant puisse devenir un adulte responsable et équilibré, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les difficultés de la vie touchent chacune et chacun d'entre nous, mais pour arriver dans la vie avec, je dirais, une maturité solide, éprouvée, et puis un certain équilibre aussi, eh bien, il faut qu'avant, et c'est l'enfance, c'est l'adolescence, eh bien, il y a une structuration de l'individu. Et la structuration, elle se fait dans le cercle familial, mais elle se fait aussi dans la société.
Elle se fait à l'école, elle se fait, je dirais, dans l'entourage, dans les activités, etc. Et tout ça requiert une certaine organisation, une certaine logique, voilà. Et effectivement, alors ça touche pas tous les enfants, tous les jeunes français, mais il y a beaucoup de jeunes il y a beaucoup d'adultes. On voit beaucoup d'adultes qui, je dirais, ont des comportements déviants, qui tombent dans certaines addictions parce que ils n'ont pas eu cette structure et comment dire l'écosystème entre guillemets favorable pour pouvoir s'épanouir et devenir des êtres responsables, équilibrés, des adultes qui à leur tour transmettent. Voilà, donc Mathieu Bock-Côté explique bien ça. Tout ça n'est pas. Il y a une logique et les adultes ou les enfants sont aussi un peu comme des éponges, c'est-à-dire que ce que la société prône comme valeur, eh bien, ça imprègne les êtres les plus solides qui ont la chance de bénéficier d'avoir reçu un certain nombre de choses de leurs parents, de leurs proches, etc. Eh bien, sont protégés et peuvent progresser. Les autres, et c'est notamment le cas depuis les années 68, c'est-à-dire que progressivement, année après année, en fait, la société française se déstructure toujours un peu plus. Eh bien, les plus fragiles qui n'ont pas reçu ça, eh bien, deviennent des êtres faibles et potentiellement d'ailleurs dangereux, puisqu'on le voit sur des histoires de pédocriminalité ou d'ultra-violence, etc. En fait, ce sont eux-mêmes des gens, ce qui n'excuse rien, mais ce sont des êtres qui ont vécu dans des milieux qui eux-mêmes étaient ultra-violents, etc., et qui n'ont rien transmis de bon, en fait. On parle beaucoup de l'aspect psychologique et en réalité, toutes ces dérives, elles ont un impact très concret sur les enfants. On va commencer par le wokisme, puisque c'est l'un des premiers entretiens que l'on peut lire dans votre numéro, celui de Dora Muto et de Marguerite Stern, voilà, à propos des ravages du wokisme et surtout du scandale sanitaire qui pourrait se révéler d'ici quelques années. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, Dora Muto et Marguerite Stern sont spécialisées sur le wokisme, mais plus particulièrement sur les questions de transidentité. Et tout le problème de cette transidentité, c'est qu'aujourd'hui, on explique qu'il est normal, enfin, certains expliquent qu'il est normal que les enfants de 6 ans puissent assister à des spectacles qui mettent en scène des travestis. On explique, comme l'extrême gauche en ce moment, on doit pouvoir aller changer de sexe en mairie, etc. Donc cette question de la transition de genre ou du changement de sexe, elle est très importante parce que ceux qui prônent aujourd'hui un peu cette inversion des valeurs ne savent pas ou ne parlent pas des problèmes qui adviendront qui vont se développer dans les 5 ou 10 ans à venir, qui sont déjà d'ailleurs développés aux États-Unis, c'est-à-dire que beaucoup de ceux qui ont transitionné, comme on dit, qui ont changé de sexe, pour être plus clair, souhaitent faire une machine arrière, et ça pose d'énormes problèmes sanitaires parce que quand on s'est fait opérer pour changer de sexe, on ne peut plus revenir en arrière, donc ça pose des problèmes de dépression, des problèmes psychiatriques. Voilà. Et aujourd'hui, on présente le changement de sexe comme étant quelque chose d'anodin, ça relève du choix personnel. Voilà, on a le droit à, selon la formule consacrée, j'ai droit à. Et en réalité, c'est une vision évidemment individualiste, mais surtout très court-termiste parce que ça pose effectivement des problèmes sanitaires, des problèmes psychiatriques, des problèmes médicaux énormes. Les États-Unis ont toujours 10 ou 20 ans d'avance sur l'Europe sur les questions sociétales. Eh bien, regardons ce qui se fait aux États-Unis. C'est catastrophique sur cet aspect des choses. Et ça arrivera en France d'ici 5 ou 10 ans. Voilà, donc on tire, Dora Muto et Marguerite Stern tirent la sonnette d'alarme, notamment sur cet aspect.
Il y a environ 50 000 enfants par an qui sont victimes des dérives sectaires. Parmi eux, on a les enfants dits Zouris. Donc là, on s'envole en dehors des frontières françaises. Ce sont des enfants qui sont victimes d'une sorcellerie encore très présente dans les pays du Maghreb. Et donc, je dis qu'on s'envole au-delà des frontières françaises, mais pas tellement, puisque ce sont des dérives qui s'importent petit à petit en France. Le cas de la petite Lola pourrait potentiellement y faire écho. Est-ce que vous pourriez là aussi nous expliquer ces conséquences physiques directes sur les enfants qui sont pour le coup martyrisés physiquement? Alors, les enfants Zouris, comme vous l'avez dit, c'est un phénomène qu'on trouve en Afrique du Nord, mais plus particulièrement au Maroc et en Tunisie. Ça touche des enfants qui ont des spécificités physiques bien particulières. En général, ils sont blonds, ils ont les yeux bleus, ils ont des marques sur les mains, ils ont la paume des mains, les lignes de la main, d'une certaine manière. Et ils sont très prisés. Alors, c'est pas un phénomène. Déjà, le phénomène est ultra minoritaire parce que ça touche. Il y a très peu d'enfants qui ont ces caractéristiques physiques sur place. Mais ils sont victimes depuis la nuit des temps, pourrait-on dire, de sorciers et d'individus qui pensent que leur sacrifice permettra d'avoir accès à des trésors cachés, etc. On parle des enfants Zouris. Il y a un peu le même phénomène dans l'Afrique nord, dans l'Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, par exemple, où on a aussi un petit reportage dans le numéro d'Omerta sur les enfants albinos. Les enfants albinos, ce sont des enfants africains, mais qui ont la peau claire, souvent aussi les yeux bleus qui sont roux, et qui font aussi l'objet de chasse. Et donc, au Sénégal, par exemple, il y a des camps pour les protéger. Donc, on a des photos, on s'est rendu sur place, on a des enfants qui sont parqués dans des camps parce que s'ils étaient sur la voie publique, ils seraient certainement pris à partie et assassinés, enfin sacrifiés, il faut le dire. Et donc c'est un phénomène, voilà. Donc il y a les enfants Zouris au Maghreb et les enfants albinos en Afrique noire. Alors pourquoi ça touche la France? Eh bien tout simplement parce que ça a été importé avec l'immigration maghrébine. Alors c'est ultra minoritaire, évidemment. On parle de l'affaire Lola, visiblement la meurtrière d'Abia B, qui était sous OQTF, eh bien, était adepte de phénomènes sectaires et notamment était, je dirais, très intéressé par les enfants Zouris. Ça, c'est son ancien compagnon qui en a témoigné. Et donc, il est vraisemblable, et puis Georges Fenech, ancien magistrat, nous donne son analyse. Il est vraisemblable que la petite Lola ait été la victime d'une adepte de cette secte, en fait, puisque c'est une secte. Et c'est un phénomène évidemment qui n'existait pas en France il y a 50 ans et qui malheureusement aujourd'hui est présent. Alors il n'y a pas des dizaines de cas non plus, mais ça fait partie des menaces aussi qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est-à-dire l'importation de pratiques ultra minoritaires à l'étranger, mais qui peuvent advenir aujourd'hui en France, tout simplement parce que avec l'immigration maghrébine, eh bien, on peut maintenant potentiellement, la porte est ouverte sur ce genre de pratique. Ouais. Il y a un des aspects qui touche l'enfance qui n'est pas abordé dans le numéro, c'est la question des enfants radicalisés au contact des islamistes radicaux, hein, ces djihadistes qui tentaient de les convertir sur Internet. Est-ce que c'est parce que le phénomène s'est amélioré? Est-ce qu'on a une amélioration des choses? Alors, les enfants radicaux, je dirais que ça touche plutôt les adolescents ou les jeunes adultes. Donc, nous, on s'est intéressé, je dirais, quasiment de la petite enfance à l'adolescence. C'est un phénomène qui est bien expliqué déjà, puisqu'on a beaucoup parlé des enfants, notamment les enfants syriens, les enfants qui ont été amenés avec leur mère, elle-même radicalisée en Syrie.
à partir de 2011. C'est vrai que c'est un danger. Maintenant, ça touche plutôt, je dirais, des jeunes adultes, à mon sens, qui soit sont en perte de repères, puisqu'il y a beaucoup, par exemple, de convertis de Français de souche qui sont complètement déboussolés, et ça depuis 20 ou 30 ans, les terroristes des années 90. Il y a beaucoup effectivement de Normands, de Bretons qui se convertissent à l'islam radical et qui passent à l'acte terroriste. Et ça touche aussi une partie de l'immigration, de jeunes d'origine immigrée, dont les parents ou les grands-parents sont arrivés en France, souvent se sont intégrés parce qu'ils travaillaient, je dirais, ils n'avaient pas le temps de se radicaliser, et pas l'envie. Et eux, je dirais, les jeunes générations trouvent dans la radicalisation une espèce de sens à leur vie, et souhaitent se réincarner un peu en guerriers de l'islam, en guerriers du djihad, souvent parce que leur vie est vide de sens, et que le djihad, c'est un peu, en dehors de motifs religieux, mais c'est un peu partir à l'aventure et devenir quelqu'un. Il y a aussi cet aspect-là. Oui. On comprend bien, une fois de plus, l'importance de maintenir des repères et un socle pour les enfants. Aujourd'hui, alors rapidement, il nous reste quelques minutes avant le bulletin d'actualité, on reprendra ensuite, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des moyens concrets, justement, de rétablir ce socle? Et je pense notamment à Jordan Bardella, qui hier proposait son programme, si jamais il pouvait aller s'asseoir à Matignon. Alors, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais est-ce que aujourd'hui, ce que propose par exemple le Rassemblement national en termes de réenracinement, de préservation de notre identité, c'est des choses qui, selon vous, pourraient contribuer à redonner aux enfants de France un socle et des repères? Oui, absolument. De toute façon, l'offre, elle n'est pas très large. Entre, je dirais, l'extrême gauche, c'est toujours plus de déstructuration des esprits des enfants, etc. Le macronisme, c'est en fait pas beaucoup mieux, puisque tout dans le parcours d'Emmanuel Macron et des principaux cadres de la Macronie pousse à plus de libéralisme, à moins d'entraves, etc. Donc, je dirais que c'est pas beaucoup mieux. Donc, effectivement, aujourd'hui, les enfants ont besoin d'un cadre qui soit plus protecteur. Mais pour que le cadre soit plus protecteur, je dirais qu'il y a une chaîne entière à reprendre qui part de l'éducation parentale. C'est-à-dire qu'il faut, dans certains cas aussi, réapprendre aux parents à être des parents. Puisqu'il y a beaucoup de... C'est pas parce qu'on a 40 ans et qu'on est père ou mère de famille qu'on a la maturité et le sens des responsabilités nécessaires pour pouvoir éduquer ses enfants. Et ça va de l'autre côté à l'autorité de l'État, à la chaîne pénale, pour que la puissance publique protège les enfants. Et entre les parents et l'autorité de l'État, il y a l'éducation nationale, il y a plein de choses, l'éducation sportive, la culture, etc. En fait, tout est à reprendre, parce que si on ne prend qu'une partie du problème, qu'une partie de la chaîne, en fait, c'est à mon sens inefficace, puisque vous pouvez faire progresser les parents sur leurs responsabilités, le rôle qu'ils ont à tenir, etc. Si de l'autre côté, vous avez une chaîne pénale inefficace qui relâche les violeurs d'enfants, les agresseurs, les mineurs délinquants, etc., en fait, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut reprendre. Il est 9h, je reviens vers vous dans un instant, Charles d'Anjou. On fait un petit tour par l'actualité avec Danaya Le Guével. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut.
Et donc nous parlons des différents dangers qui guettent les enfants aujourd'hui. Alors enfants qui sont souvent victimes mais qui peuvent aussi être coupables puisqu'on note une importante, un important développement de la violence chez les enfants eux-mêmes, Charles d'Anjou. Oui, absolument. C'est absolument, enfin, c'est vraiment une catastrophe des temps modernes. Ça démarre en fait assez jeune, c'est-à-dire que quasiment à l'école maternelle en fait, des enfants qui vivent dans des familles dans lesquelles la violence s'exprime, c'est-à-dire que les parents sont violents ou vous avez la violence physique et la violence, je dirais, psychologique, verbale, etc. Quand les enfants grandissent au contact de l'une ou de l'autre, il y a un phénomène de mimétisme et ils deviennent pour la plupart eux-mêmes des êtres violents. Voilà. Donc ça démarre très tôt et ça se développe en prenant des formes monstrueuses. Il y a le viol de cette jeune fille à Courbevoie qui est là pour nous le rappeler. Et ça concerne des enfants, là je parlais de la maternelle ou de l'école primaire, mais on est juste après. C'est-à-dire que là, c'est des enfants de 12-13 ans. C'est-à-dire que c'est même pas. Ils sont à peine dans l'adolescence. Voilà. Donc, ça, c'est un phénomène ce qu'on a nous appelé dans le magazine l'ultra-violence. C'est un phénomène qui maintenant est assez répandu dans ce qu'on appelle l'Occident, enfin en Europe occidentale. On ne trouve pas du tout, je prenais l'exemple tout à l'heure des sociétés slaves, il n'y a pas du tout ce phénomène. Et c'est très intéressant de se pencher sur pourquoi ça n'existe pas en Europe de l'Est et pourquoi c'est maintenant un phénomène quasiment omniprésent en France et dans les pays d'Europe occidentale. Ça participe de la déstructuration, c'est une des conséquences de la déstructuration des enfants et des adolescents qui ont des comportements quasiment d'adultes. C'est-à-dire que les agressions, vous voyez les agressions dans les cours d'école, les phénomènes aussi de meute, Ouais. C'est-à-dire qu'on se met à 4 ou 5, il y a 4 ou 5 agresseurs sur une victime. Tout ça n'a jamais existé en France dans les années 50, même dans les années 90. C'était anecdotique, dirons-nous. Et maintenant, ça devient quasiment des jeux ou une mode pour certains. Et il y a des faits divers chaque semaine dans la presse. Effectivement, c'est un phénomène qui malheureusement se développe et contre lequel il faut absolument une réponse ferme. Oui. Alors parmi les réponses à apporter, il y en a forcément une qui est juridique. Comment est-ce qu'on peut juger ces enfants puisque finalement ils se rendent coupables justement de violences et pour autant on peut aussi considérer qu'ils sont en quelque sorte victimes d'un environnement, peut-être d'un manque d'éducation. Comment traiter leur cas finalement ? Alors, il faudrait regarder peut-être ce qui se fait à l'étranger. Nous, c'est une des enquêtes qu'on a en cours en ce moment chez Omerta, c'est d'aller voir dans d'autres, pas forcément très loin d'ailleurs, mais dans d'autres pays en Europe comment le problème est traité. Il y a effectivement la gauche, l'extrême gauche parle beaucoup quand elle ne nie pas les violences, parle de pédagogie, d'accompagnement, etc. C'est vrai, mais il faut absolument une sanction. Et aujourd'hui, la sanction n'est pas à la hauteur des enjeux. Je le disais en parlant de cette petite fille à Courbevoie, mais quand des enfants, des préadolescents de 12-13 ans peuvent commettre un viol, il est urgent de les isoler parce qu'en fait, ce sont des prédateurs lâchés dans la nature. Et leur jeune âge, je dirais, n'excuse rien. Donc il faut pouvoir, quand c'est possible, là c'est peut-être le travail des psychiatres, etc., de structures spécialisées, apporter une réponse si elle est possible, quand elle est possible. Mais il faut surtout une sanction et isoler ces individus.
Il y a des choses qui existaient. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu des problèmes de violence dans la société, mais c'est vrai que en 40 ans, on est passé, la politique pénale s'est effondrée, et on est passé toujours dans une culture de l'excuse ou de l'explication psychologique, Ouais. en négligeant la réponse et la sanction. Bon, dans le domaine de l'excuse et des explications psychologiques, on peut parler de ces pédophiles qui expliquent être dans un cas de figure où ils se sentent trans-âge. Donc en fait, ils ne se sentiraient pas de leur âge réel, mais plus jeunes. Et donc, selon eux, leur cas ne devrait pas être considéré comme de la pédophilie, puisque dans leur tête, ils ont, je sais pas, mettons 13, 14 ans. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la justice en France est réellement capable de protéger les enfants, alors qu'elle a quand même tendance à suivre le progressisme, en tout cas en grande partie? Le cadre légal, disons la théorie, protège encore de certaines extrémités. Le problème, c'est que, et je le dis, ça a démarré en 68. Le problème, c'est qu'il y a eu un mouvement de fond de la part de lobbies ultra minoritaires, mais très bien organisés, et qui ont des relais assez puissants dans les médias, qui cherchent sans arrêt à faire bouger les lignes. C'est-à-dire que là, vous prenez cet exemple, mais peut-être que dans 5 ou 10 ans, les mêmes demanderont de pouvoir se marier avec leur chien, expliqueront. Enfin, je veux dire, encore une fois, les États-Unis ont 5 ou 10 ans d'avance sur nous, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc c'est ultra minoritaire, mais le problème, c'est que cette ultra minorité cherche à faire la loi, au sens propre comme au sens figuré, et à changer la norme. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut être absolument intraitable, parce qu'en fait, à force de reculer, de considérer que finalement c'est pas si grave parce que c'est ultra minoritaire, ça ne touche personne, etc. En fait, on laisse s'installer dans le champ culturel, dans le champ médiatique, et bien des théories qui sont monstrueuses et qui tentent demain à légitimer la pédophilie. Il y a une tentative de légitimer la pédophilie dans les années 68, notamment avec le journal Libération et avec certaines grandes figures de la littérature ou de la philosophie ou de l'espace culturel. Et ils ont dû reculer parce que la société n'était pas prête, et heureusement. Et ils ont reculé, ils se sont fait assez discrets pendant 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, avec le wokisme, puisque le wokisme, en fait, c'est une lame de fond qui a plusieurs. C'est comme l'hydre, c'est-à-dire que c'est une lame de fond, mais qui a plusieurs champs de bataille. Dans les champs de bataille, il y a dans les combats qu'ils mènent, il y a effectivement la question de la transidentité et de la pédophilie, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, donc vous l'expliquez, tous ces lobbies ont dû reculer parce que le monde n'était pas encore prêt. Aujourd'hui, ça a tendance à se normaliser avec l'essor du wokisme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a aussi tout un tas d'images, enfin finalement un univers qui s'est développé et qui tendrait à véhiculer ces penchants dans la société? Je pense par exemple aux fillettes qui sont prises de plus en plus jeunes pour être mannequins, parfois de lingerie, et donc on se retrouve avec parfois des gamines, il faut dire ce qu'il y est, de 13-14 ans qui se retrouvent à porter des vêtements, de la lingerie, à défiler comme des femmes. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça participe à tout ce mouvement de fond? Absolument, il y a une hypersexualisation du corps des enfants. Tout ça lié à l'essor de la pornographie librement accessible sur Internet et dans l'espace public, dans les kiosques, etc. Et effectivement, en fait, c'est jamais assez. C'est-à-dire qu'on a hypersexualisé les adultes, la pornographie s'est étendue partout. Et je dirais qu'à un moment, il y a eu
ces gens ont dû se dire bon bah finalement c'est pas suffisant, il faut s'attaquer aux enfants. Et donc on a il y a ce phénomène d'hypersexualisation a touché d'abord les adolescents, les adolescentes surtout, et maintenant effectivement des jeunes filles de plus en plus jeunes, jusqu'à effectivement des âges de 10-11 ans, ce qui est absolument catastrophique, ce qui participe à les déstructurer, puisque en les hypersexualisant, en fait, on fait croire à ces enfants, à ces jeunes filles, que l'âge qui est inscrit sur leur carte d'identité n'est pas leur âge physique, et qu'en fait elles ont 5 ou 10 ans de plus, et qu'elles peuvent donc vivre comme des adultes, avoir la sexualité d'adultes, etc. C'est tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est absolument monstrueux. Ceci étant, je pense que la majorité des Français, parce qu'encore une fois on touche aux enfants, comprend le problème. Il y a certaines choses que les Français ne veulent pas voir, il y a certaines choses qui, quand ça les touche, je pense directement, notamment via leurs enfants, commencent à comprendre et les amène à plus de vigilance et à plus de protection. Ce qui est très important aussi, ça, à mon avis, c'est quelque chose qui peut aider à protéger, c'est la spiritualité. C'est-à-dire que quand on ne croit en rien, quand on ne croit pas qu'il y a le bien et le mal, ça existe, eh bien, je dirais, soi-même, on peut être porté à des actes, je dirais, à faire le mal, puisque tout se vaut, en fait. Oui. Donc, ça peut conduire à des comportements malveillants, voire monstrueux. Et aussi du côté, je dirais, des gens, voilà, du quotidien. C'est aussi une forme de protection, parce que quand on a des valeurs spirituelles, qu'on soit catholique, protestant, musulman, etc., quand on porte en soi une certaine spiritualité, la notion du bien et du mal, on est aussi, je dirais, mieux armé pour bien se comporter, pour avoir un bon comportement et faire de bonnes actions, et aussi protéger ses enfants et aussi leur transmettre quelque chose, parce que la transmission n'est pas seulement matérielle, à mon sens, elle est aussi spirituelle, et la spiritualité fait partie intégrante je pense, de la construction d'un individu. Oui, j'allais vous dire que je faisais un pas de géant en passant d'un sujet à l'autre, mais vous m'offrez une transition parfaite. Le dernier sujet que nous n'avions pas évoqué, alors il nous reste 2 minutes, c'est le sujet des sectes plutôt satanistes. Est-ce que vous pensez que, alors que la société s'est appliquée justement à refouler l'aspect religieux et spirituel le plus possible en dehors de la vie publique ces dernières années, est-ce que vous pensez que justement un regain de cet aspect-là pourrait permettre à certains enfants de se retrouver? Oui, absolument. Je l'ai constaté dans les sociétés orthodoxes. Vous savez, les orthodoxes, que ce soit en Russie, en Ukraine ou ailleurs, ne sont pas de grands pratiquants. C'est-à-dire que les gens, en général, vous avez très peu de Russes, d'Ukrainiens, de Biélorusses, de Slovaques, etc., qui se déplacent le dimanche à la messe. Par contre, la très très grande majorité de la population, qu'elle soit d'ailleurs orthodoxe ou musulmane, peu importe, est croyante, l'affiche, le revendique, et ça participe effectivement d'un certain équilibre de la société, parce que comme je le disais, quand on croit, eh bien, on fait si un certain nombre de valeurs, et il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles. De l'autre côté, il y a effectivement ces sectes satanistes. On ne peut pas dire qu'elles soient en essor, mais elles existent. Et comme elles existent, je dirais, elles font du mal et elles sont dangereuses. Ça, c'est la partie visible. Ensuite, pour un croyant, je dirais, vous avez effectivement ces sectes satanistes, et puis vous avez la diffusion aussi
comment dire, d'un certain mal et de valeurs dangereuses, de valeurs inversées, comme la pédophilie, par exemple, Ouais, dont on vient de parler, ouais. qui sont aussi un des dérivés et qui, là, sans être grimé en gothique, tout en noir, etc., eh bien, se diffuse aussi dans la société, dans l'espace médiatique, et nécessite, je dirais, une prise de conscience et aussi un combat culturel de l'autre côté parce que de toute façon c'est un combat culturel. Voilà. Donc s'il n'y a aucun obstacle, sur la route des wokistes, des pédocriminels, etc., eh bien effectivement tout est possible. Finalement, c'est peut-être retrouver la notion de bien et de mal qui permettra de nous sauver, de sauver nos enfants. Merci beaucoup, Charles d'Anjou, d'avoir été parmi nous ce matin. Et merci aussi pour tout ce travail que vous avez effectué dans le dernier numéro d'Omerta. Chers auditeurs, je vous rappelle donc qu'il traite de l'enfance de tous les dangers, c'est son titre. Et puis, je vous invite à vous le procurer, il est très complet. Et puis, comme le disait Charles d'Anjou au début de notre interview, c'est un numéro d'utilité publique. Merci beaucoup et à très bientôt, Charles d'Anjou. Merci beaucoup.